All Time. C'est lundi. Oui. Bon appétit à ceux qui nous regardent en mangeant. Ou aux copains qui font le ramadan aussi, parce qu'on pense à tout le monde. On pense à tout le monde, c'est vrai. On a vu vos On commentaires. voit les commentaires, c'est vrai. forcément. Parce qu'on était là comme des gros... Courage. La blonde blanquette devant. N'empêche, c'est pas évident. Non, mais tu rigoles, mais n'empêche, Les gros c'est quand beaufs. même une épreuve qui rigole pas des masses. C'est une vraie épreuve. Et donc, du coup, on fait si la on bise. peut vous donner un peu de baume au cœur avec un petit top 10, eh ben, c'est de bon cœur. Allez, Voilà. bim, ça c'est cadeau du poète à ma droite. On vous fait évidemment la bise. Et à tous ceux qui nous regardent, évidemment, bon petit top 10 all time. Ce lundi, pourquoi Alex ? Parce que, c'est pas comme si on était en train de se préparer. Et une petite finale. Oh putain. Hein On parlera de la finale NBA qui a évidemment lieu là pour cette année, mais pour le moment on part sur du all-time, parce que dans l'histoire de la NBA, évidemment, c'est le grand moment, c'est le apex de la saison. On se retrouve sur une série en 7 et depuis des décennies et des décennies en NBA, il y a les plus grands duels qui ont lieu notamment au mois de juin. Ouais. Et pas que au mois de juin des d'ailleurs. finales incroyables où malgré l'enjeu, malgré des fois le stress que ça peut occasionner et les erreurs que ça peut engendrer et tout, on a vu pas mal de finales dans des styles très différents. Très différents. Mais de bonne qualité. Mais de très bonne qualité, avec donc, on va parler des critères, il y a parfois le côté surprenant, il y a au sein de la série des retournements de situation, des grands moments qui font qu'on s'en souvient tout particulièrement, il y a des stars aussi très nombreuses qui ont marqué ces finales NBA, des actions aussi marquantes. Il y a des actions, il y a des matchs entiers, il y a des joueurs, l'intensité, il y a des joueurs qui se sont révélés tout à fait, finales. tout à fait. Il y a quasiment dans toutes les finales qu'on va citer, il y a l'intensité made in finale bien qu'on sûr, attend d'une bien finale. sûr. Il y a aussi parfois des écarts de points qui sont quand même assez réduits. On aime bien écarts de points, on aime bien les matchs serrés. Il y a parfois des branlées notables. Tout à fait. Il y a des joueurs qui dominent. Enfin bref. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc évidemment, ceux qui ne l'ont pas vu, on avait fait un top 10 all-time sur les Game 7, mais ça prenait en compte tous les playoffs. Là, on fait vraiment les finales NBA, donc ça va peut-être croiser avec certains Game 7 dont on a parlé, mais là, on va s'occuper forcément des finales. Ça croisera peut-être avec d'autres petits top 10 qu'on pourrait faire par la suite. T'es Voilà. Alex préchauffe, évidemment. Donc on s'installe tranquillou. Alex, on a le stylo, on a la tablette, on rappelle juste le système comme tous les lundis à tout le monde ou ceux qui débarquent, on vous fait la bise. On fait donc d'abord les mentions honorables et ensuite 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite le petit tableau made by Léon, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Ok, on est chaud ? On commence avec les mentions honorables. Alex, et les gens aussi, vous pouvez déjà démarrer sur le clavier. Quelles sont les finales NBA tout de suite qui te viennent à la tête et que tu as dans ton top 10 ? Que je n'ai pas dans mon top 10. Par exemple, il me semble que ça, je l'ai pas mis, mais c'est peut-être un spoiler, donc je vais pas en parler. Regarde-le. Hop, ça aussi, je sais pas trop. Ouais. Bah alors, Alex ? Knicks Lakers 70. Oui. Knicks Lakers 1970. Je l'ai pas rentré dans mon top 10. Moi non plus. C'est de la belle finale. Oui. Évidemment, peu de gens ont vécu ça en direct. Déjà, la télé à l'époque, c'était pas la fête. Bref. C'était même pas en direct, le bordel. En Europe, t'oublies. Aux États-Unis, c'est pas gagné. C'était même pas en direct, donc, le bordel. Donc, c'était peut-être même pas en direct. Non, c'est possible. c'était pas en direct. Donc, bon, fallait habiter New York et aller au Madison Square Garden ou habiter Los Angeles et aller au Forum. Tout à fait. Voilà. N'empêche que nous, ce qu'on a pu en voir a posteriori, les matchs qu'on a pu voir, les bouts de match et tout, ça rigolait pas des masses. Ah non, bien sûr. Ça rigolait ça pas va des masses. Ça et joue. T'as du duel. T'as Watt Frazier face à Jerry West. T'as Will Chamberlain face à Willis Reed. T'as des petits intérieurs autour, là, les Dave DeBusschere, les Phil Jackson, les comment il s'appelle, Bill Sharman. Bill Sharman, peut-être, mais c'est Celtics. Je confonds Bill Bradley. Bill Bradley, tout à fait. Voilà. Et côté Lakers aussi, il y a toute la clique, Gail Goodrich et compagnie, à laquelle il faut faire attention. Game 5 remporté par les Knicks, Willis Reed qui se blesse, Game 6 remporté par les Lakers, monstrueux Will Chamberlain au Game 6, et le Game 7, le fameux Willis Reed Game. On vous laissera aller voir. I think he's right there on the channel. Voilà, c'est ça. Will he play? I think it's the captain. Tout le Madison Square Garden qui se lève et qui applaudit et tout. J'ai rarement vu le Madison Square Garden faire une ovation aussi énorme. Et donc forcément ça se regarde finale NBA en 7 matchs avec 2 énormes marchés, Lakers et Knicks, forcément ça rentre dans les mentions, on est d'accord. Pour les plus récents notamment qui aiment bien quand ça transpire, arrêtez bande de cochons, je parle bien évidemment de la finale de 2005 entre Spurs et Pistons. Là, c'est pas du beau basket. Là c'est grind sur grind. Mais putain d'intensité, voilà, vache. Il y a un Game 5. Oh là là, au Palace, avec Robert Horry, Manu, les Pistons qui tiennent. Horry. Le prime de Manu Ginobili
Ginobili avec les cheveux mi-longs, on sort de l'Argentine en plus. Ginobili qui aurait pu, voire aurait dû selon certains, être MVP des finales, Alex Corista. Oui. Mais gros Game 7 de Tim Duncan. Tim Duncan, quoi, tu vois, genre... Combien il a fait au Game 7 ? 27-12, comme ça, non, ça allait. 27-12 sur Ben Wallace. Sur Ben Wallace et Rachid, ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, non, mais pas 27-12 sur la raquette des Nets. Vraiment, oui, tout à fait. Une décennie différente parce que très défensive. Spurs Pistons, là, pour avoir 2 points, fallait vraiment respirer avec une les paille. Pistons, c'était des grands malades en défense. Les Pistons de Larry Brown. Et les Spurs rigolaient pas du tout. Les Spurs de Pop. C'est pas les finales les plus belles à regarder en termes de jeu offensif. Oui. Par contre, tactiquement, ça rigole pas du tout, ni d'un côté ni de l'autre, parce que Larry Brown contre Pop, ça rigole pas. Ah non, ça lâche. T'as beaucoup de joueurs intelligents sur le terrain. Oui. Donc ça. T'as beaucoup de systèmes bien exécutés et tout, et en défense et en attaque. Oui. T'as des grosses batailles sous les cercles. Oui. Ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Et puis tu parlais là du Game 5 qui est absolument incroyable. Le Game 6 où ça sort le championnat à San Antonio et les Pistons qui gagnent au SBC Center à l'époque qu'on l'appelait. Ouais. Tout à fait. Et après Game 7, la totale, Tim Duncan, etc. Donc c'est une mention parce que même si c'est très intense, c'est pas non plus la plus belle. Non, ça rentre. On est d'accord. Ok, j'ai pas fait de spoiler. J'avais peur qu'Alex mette Spurs et Pistons sur son top. Lakers Celtics 2010. 2010, c'est une mention. Je l'ai pas mis dans mes 10. Moi aussi. C'est une mention. Mention pour plusieurs raisons. Déjà, on a quand même un duel entre les Lakers de Kobe, Pogazol, Lamar Odom, coaché par Phil Jackson. Andrew Bynum aussi. Et Andrew Bynum. Le Big et 4. En face, les Lakers de KG, Pierce et Ray. Et coaché Perkins. par Monsieur Doc Rivers. Et c'est pas pareil, ça rentre pas dans les 10 parce qu'il y a, en termes de qualité de jeu offensif, on est quand même pas très haut. Ouais, on n'a pas un Kobe de ouf. Alors par contre, on a des grands moments. Ouais, on a le Game 2 de Ray Allen. Ouais. Le Game 2 de Ray Allen. Bien sûr. Mais t'as même le match de Kobe à Boston qui est complètement fou, il prend feu, je sais plus c'est lequel, où il prend absolument feu, ça doit être le 4 aussi, il y a Derek Fisher aussi qui est complètement taré. Donc on a quand même beaucoup de bonnes choses dans cette finale, on a un Lakers Celtics, 2 franchises qui peuvent se passer. Game 7. Ça va en 7, on a pas mal de matchs serrés, enfin genre c'est une belle finale. Oui. Ceux qui l'ont pas vu, ça se trouve partout, tout à fait. Ça se trouve vraiment assez facilement, c'est en HD, ça se regarde bien. Ah rien que pour le shoot de Ron Artest dans le Game 7, ça se regarde. Franchement, ou le Game 2 de Ray, vraiment je recommande. Tout à fait, le Game 2 de Ray c'est énormissime, un record à l'époque. C'est extrêmement sale. Et aussi pour ceux qui aiment voir Kobe sur un Game 7 shooté à quoi 7 sur 24, un truc comme ça. Le genre de truc qui te qualifie bien dans la discussion du GOAT, parfois ça peut faire du bien. Du GOAT, mais il y est pas dans cette discussion. Alex. Il est pas dedans. Oh, on enchaîne les autres mentions. Je n'ai pas mis les Bulls Blazers de 92. Tu les as mis ou pas? Non, il y a que le match 1 qui est cool. Le reste de la série, c'est assez serré quand même. Mais je sais pas, je trouve cette finale. On parle beaucoup du Game 1 parce qu'il y a le shrug de Jordan. C'est du faux suspense. Je sais pas comment dire. Quand même. Cette finale, je sais pas comment dire. Bon, parce que tu t'attends à ce que les Bulls gagnent, mais bon. C'est la première que je vois en direct, moi. Enfin, en direct avec des matchs vraiment à la télé et tout. Et ça fait 2 ans. Un peu petit pour regarder ça. Ouais, ça fait court. Mais je sais pas, moi en tout cas j'en ai un souvenir de. Ouais, c'est parce que il y a Clyde pas de Drexler. stress, ça sue pas quoi. Ouais. Il y a ce match 1 de Jordan qui est incroyable, mais Portland tient bien, mais je sais pas comment dire, ils tiennent bien et en même temps t'y crois pas une seconde qu'ils vont gagner. Bien sûr, tu vois, je sais pas comment dire. Je vois. Après c'est la symbolique que j'aime bien, le duel Drexler Jordan, etc. avec les discussions qu'il y avait. Je trouve que la finale est assez belle et surtout Portland tient mieux en fait que ce que je pensais. Mais surtout ils tiennent mieux que 2 ans auparavant où ils se font démater par les Pistons. Non, mais c'est une assez belle finale. Il y a du jeu. C'est de la mention. C'est de la mention, je suis d'accord. Autre mention potentielle que j'avais, moi... bouge pas, je voudrais pas faire des spoilers. Vas-y, dis l'année, au cas où. C'est quoi 2006. Non, dis l'année 2006, c'est bon. C'est pas dans les 10. J'allais te le dire. C'est pas dans mes 10 non plus. Mavs Heat. Mais n'empêche que c'est une assez belle finale. Dallas Miami. Alors, les Mavs menaient... Faut pas oublier que les Mavs menaient 2-0 cette finale. Souvenez-vous, les arbitres. Alors, les fans du Heat, quand vous chouinez sur l'arbitrage, je vous conseille un bon remède. Matez-vous les finales de 2006. Ça c'est le bon remède. Ça c'est le très bon. Si t'es fan du Heat et que tu veux et que tu dis quand même les arbitres nous ont fumé, moi je propose. Et les fans de Mark Cuban aussi, regardez aussi. Matez-vous les finales de 2006.
honnêtement, Dwayne Wade a eu plus de lancers que dans toute sa carrière. Franchise complète, alors non, clairement, que toute une saison. Non, mais au-delà évidemment de cet aspect qui est fou, c'est vrai que sur la finale, il y a 2-0, t'allais le dire, il y a 2-0 pour les Mavs. Et derrière, la remontada ajustement, Pat Riley, un bon Shaq, et puis un Dwayne Wade. Payton, il a été aidé par les arbitres. Twan Walker. Quelle série de Bien sûr. Donc, naissance de Dwayne. Ouais, tout à fait. Monstrueux. C'est des belles finales. Oui. C'est des belles finales. Il y a des matchs serrés qui se jouent vraiment à la dernière minute. Il y a beaucoup de choses. Il y a la flagrante de Stackhouse sur Shaq et tout. Il y a les lancers ratés de Dirk. Bien sûr. Non, il y a des grands moments. Ouais, bien sûr. Il y a pas mal de choses. C'est des bonnes finales. C'est une mention. Est-ce que 94 ? Non, je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis ? Non. Ah, Rockets Knicks. Il y a des gens qui vont se vénérer. Parce que moi, ça a gratté le top 10. Moi, ça gratte le top 10. C'est de la bonne vieille guerre de tranchées comme on aime. On est en 94. Pat Ewing contre Hakeem Olajuwon, a.k.a. on s'est bastonné en NCAA. Oui. Oh putain, c'est beau. Attends. Et puis tu as les Knicks de Riley. Genre ça bastonne. Les Knicks de Riley et Tomjanovic, ça rigolait pas. Et ça rigolait pas. Il y a 3-2 pour New York. Les Robert Horry, les Mario Elie. Il y a 3-2 pour New York. Il y a 3-2 pour New York. C'est une guerre de tranchées. Je ne crois pas qu'il y ait des matchs à 100 points, c'est sûr, il n'y en a pas. Je sais même pas. Le 90 points est pas dépassé souvent. Non, c'est un massacre. Tu vois, c'est un massacre. Vieille guerre de tranchées. Clairement. Parce que Pat Ewing, il a Charles Oakley, il a Anthony Mason. Enfin, toi, il y a du boucher de tout part. Ah, c'est sponsorisé par Charles. C'est qui les copains ? C'est quoi ? Il y a Otis Thorpe il y a Otis Thorpe à l'intérieur avec Olajuwon et pareil, lui sur pareil, Otis Thorpe et Charles Oakley, quand ils commencent à se pousser tous les deux pour attraper un rebond, c'est sismique. Vous comptez pas sur moi pour les séparer. Ça va en 7. Il y a le Game 6 qu'on connaît bien de John Starks où il prend feu et il y a le contre. Et il y a aussi le Game 7, donc il y a du moment important. Après, évidemment, c'est pas beauty, je les mets pas dans les listes pour ça. Non, moi non plus. Il y a pas de grands moments incroyables. Disons que c'est des belles finales. Quand tu les mates, tu fais qu'est-ce qui se met et tout. Mais t'as du mal à en garder. Il n'y a pas un match qui jump. Et puis des belles images. Bien sûr. Après, c'est vraiment Ewing contre Olajuwon qui fait que ça a failli craquer les 10. D'autres petits, Alex ? Écoute, je commence à être pas mal. Après, j'ai peur de faire des spoilers. 69 ? Puis comme je sais que... Non, 69, je l'ai pas mis non plus. Moi non plus. Non, mais 10. Pourtant, c'est une belle finale. Là, c'est pareil. On est en 7. Tu en trouves pas mal debout sur Internet. Lakers, Celtics, on est en 7. Le coach Bill Russell est à la fois joueur. On va en 7. C'est la fin, vraiment fin de cette époque des Celtics avant de faire transition avec Jojo White, Havlicek et compagnie. C'est la première finale lors de laquelle un MVP des finales sera décerné. Exactement, Jerry West. Le perdant. Jerry West. Faut dire que l'autre, il a les moyennes. Allez-y, mouillez-vous bien la nuque avec une serviette bien. Gardez la serviette sur la nuque. Ouais, complètement. Ouais. Et vous avez le Game 7 évidemment très connu avec tout ce qu'on connaît de script, les ballons. On vous en a parlé de ce Game 7 dans le top 10 des Game 7. Ballon en haut du plafond par Johnny Ken Cook, le proprio, etc. Et après Bill Russell, il fait quoi ? Très belle inspi. Victoire des Celtics. Vous irez voir, ça fait partie des mentions. On est bon ? Ou t'en as d'autres ? Non, allez, top 10. Allez, parce qu'après on veut pas faire des spoilers. C'est ça le truc. Ouais, et puis si on en oublie, on pourra en reparler. On a le stylo ? Je mets ça en avion. Oui, parce que si tu reçois des coups de téléphone de la part de Pat Riley, comment ça tu m'as mis 3ème ? Pas mis bâtard. Déjà qu'il est pas content qu'on ait mis Knicks Rockets dedans, on est bon. Moi je suis en avion. Et en parlant d'avion, ça n'a aucun rapport, mais c'était une tentative de transition. Qu'est-ce que j'ai en 10 ? Ah oui. Ah, vous le savez, le 10, c'est un peu les mentions honorables, c'est les coups de cœur, c'est la wildcard. Qui t'a mis Heat Spurs 2014. Ouais. Oui. Ouais. Moi, j'ai mis les Lakers Celtics de 2008. Celle-là, non ? Spoiler. Spoiler, Alex m'a spoilé mon top 10 all-time. Non. C'est... En soi, je sais, un moment, oh non, les Spurs ont défoncé le Heat, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est beau ? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une équipe jouer aussi bien en finale ? Non. Pas moi en tout cas. Non. Sincèrement, hein. C'est trop beau. Pas moi. Ça joue trop bien collectivement. Ouais. Non, bien sûr, il y a 4-1, mais tu es obligé de la mettre dedans. Rien que pour le jeu des Spurs, je la rentre dans mon top 10. Et puis le script, tu perds l'année précédente. Exactement. Le script est cool. La série en elle-même, c'est vrai que ça manque un peu de suspense. Ça manque même parfois d'intensité tant les Spurs se baladent. Ah oui, clairement. Mais putain, comment ça joue. Donc, c'est ma wildcard, c'est mon 10. Très bien, ton numéro 10. Eh bien, écoute, j'ai mis Lakers Celtics de 2008. Ah, le retour, les retrouvailles entre Lakers et Celtics. Pour la première fois depuis, je dois dire 87. C'est la première fois qu'ils se retrouvent en finale NBA. Ouais. Ça doit faire parce que quasiment. Dans les 90, ça c'est clair. Bah ouais. Donc non, ça doit être la première. C'est 87. C'est la première, c'est les retrouvailles. Alors, on en fait une tonne parce que Lakers Celtics, sauf que cette fois c'est Kobe et Pau Gasol contre KG et toute la troupe. Mais
Il y a le comeback des Celtics chez les Lakers, alors qu'ils sont menés de 24 points dans la rencontre. Il y a aussi le triomphe un peu de Paul Pierce, etc. En fait, il y a plein de moments symboliques. Les finales sont pas très très belles. Rien que le Game 5. Je les ai pas mises, moi. Non, oui, tu les as pas mises dans tes 10. Bon, tu vois, je les ai mis parce que c'est un coup de cœur en fait. Parce que notamment, moi, très personnellement, j'ai 18 piges. Je vois KG qui remporte son titre. Je vois. En fait, bon, il y a des moments évidemment, hein, mais dans la série en elle-même, le Game 6 qui est une énorme branlée. Avec les Celtics qui jouent vraiment bien ce Game 6 qui est absolument à voir, hein, allez le voir si vous voulez voir la démonstration totale. Et puis des petits moments intéressants, Pau Gasol et Kobe qui se frictionnent un petit peu, Kobe qui refuse de perdre sur le Game 5, surtout le comeback évidemment de Boston à Los Angeles avec Paul Pierce en mode Inglewood, let's go. Donc je l'ai mis en mention honorable. 2008. C'est une finale par contre, tu vois. C'est une saison, une finale qui, je pense, a créé beaucoup de fans des Celtics. On en croise beaucoup qui nous disent « Ah ouais, moi je suis fan de Boston depuis 2008. » Ouais, mais je les comprends. Hein. Et on les comprend parce que c'est une finale et une saison qui est assez marquante. Donc c'est pour ça que je les ai mis en 10. Place numéro 9. 9. Tu viens d'en parler, donc je vais juste rajouter quelques petits détails. Ouais, 2014, Spurs Heat. Et là, t'as mis les Suns Celtics 76 que j'ai pas mis juste moi dans mes mentions. Pour l'avoir vu, évidemment a posteriori, hein, c'est bon, hein, on connaît les blagues. Tu te tires tout seul dans les genoux. N'empêche. Bah il y a le Game of the Century donc. Déjà, le Game 5. Game 5. Hein, triple prolongation. 128, 120, un truc comme ça, 126, triple 122. prolongation au calme. Hein, à un moment, les Suns croient qu'ils ont gagné. En fait, non, il reste du temps. Let's go! Oh my god! Des chiffres dans tous les sens. Énorme. Garrard. C'est énorme. En fait, quand tu regardes cette série, quand tu regardes les images, il y a quelques matchs entiers, il y a quelques highlights, il y a Paul Westphal, Alvan Adams, il y a Dick Van Arsdale. Les Celtics jouent. Dave Cowan. Les Celtics jouent vite et les Suns aussi. Il y a Dave Cowens, Havlicek, ça canarde, Jojo Watt, ça canarde et ça run dans tous les côtés. Ouais. Alors c'est cool. C'est pas aussi athlétique et physique que le basket d'aujourd'hui. Hein. C'est le basket des années 70, donc sans leur faire offense, hein, les athlètes sont pas les mêmes. Non mais du coup ça les rend vachement fun à regarder. Non mais carrément. Toi quand tu regardes ce match, imaginez du run and gun sans des athlètes. C'est beaucoup plus collectif, quasiment pas d'ISO. Tu vois, c'est quand même pas du tout le même basket. Ouais. Mais il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de matchs serrés. Il y a une belle bataille dessous. Il y a ce fameux Game 5 absolument incroyable. Ouais. Non, c'est des grandes finales en fait. Il y a je pose une question, désolé de se mettre dans le spot. Il y a la ligne à 3 points. En 76 ? Ouais, tout juste. Tout juste, ouais. Hein. Ça doit être une connerie parmi les premières finales NBA où il y a la ligne à 3 points. Ouais. Parce qu'il y a ce côté-là aussi, tu vois, genre, what ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de ligne ? Ah, faudra voir, c'est pour ça que je demande. Mais checker, on va checker aussi avec vous. 3 points. Ça arrive avec la. Ça arrive, hein, avec la. 14-75. Ouais, ça arrive avec la NBA. Regarde, hein. Bah, tu vas regarder, pendant ce temps-là, je vais t'expliquer juste mon pic. Ouais. Les Spurs 2014, Alex venait d'en parler. Moi, c'est trop émotionnel, je suis obligé de faire mon Spurs, mon fanboy. Tu vois, je l'ai pas. Évidemment. Je l'ai pas dans mes images que j'ai en tête, j'ai pas la ligne à 3 points. Non, t'inquiète, c'est pour ça. Je pense que le shoot, notamment de Havlicek qui envoie tout le monde. Il y a peut-être la ligne. En tout cas, c'est assez fun à regarder. Spurs Heat 2014, parce que juste le scénario, etc., et le jeu collectif qui est proposé par les Spurs, qui est absolument fou. Malheureusement, il n'y a qu'une équipe qui joue sur ces finales. C'est parmi les plus gros blow-out, hein, donc c'est compliqué de les mettre plus haut. Mais le jeu des Spurs est absolument ouf. Ouais. Qu'est-ce que tu nous trouves pendant que je raconte? Eh bien, pendant ça, je vais vous raconter l'histoire des finales de 76, hein, n'est-ce pas? Donc, nous sommes sur cette finale entre Phoenix et Boston, hein, n'est-ce pas, avec des équipes qui essayent de se donner à fond. Non, elle y est pas. Elle y est pas, la ligne. 79-80 que la NBA adopte définitivement la ligne. Putain, c'est ce qui me semblait, je la voyais pas sur mes images. Sonic Bullets. Lourd. Non, 80. Celtics Lakers. Lakers Sixers en 80. Lakers Sixers, pardon. Ok, donc oui, en effet, cette finale est un peu chelou, mais elle est drôle à regarder. Parce que ça, justement, elle est drôle à regarder pour ça aussi. Il y a ça. Et il y a le côté, je te dis, il y a un côté très anachronique dans cette finale quand tu regardes les images, c'est-à-dire que les shoes sont pas les mêmes, les athlètes sont pas les mêmes, et pour autant, on a déjà pas mal de prémices de ce que va être le basket moderne, c'est-à-dire qu'on a un John Havlicek qui est un putain d'athlète, on a un Dick Van Arsdale qui est un espèce de combo guard Westphal, hyper rapide. Westphal, les deux c'est très rapide, tu sais pas trop lequel vraiment est meneur là-dedans, les deux c'est des combos, ça joue, ça drive quand même pas mal, il y a beaucoup de suspense. Non, c'est des belles finales 76. On passe en 8. Ouais, bah tiens, c'est marrant ça. Tu vas voir. J'ai peur du blasphème.
Oui. Donc la première finale avec une ligne à 3 points. Tu sais, les mecs genre experts. Ah, la transition. Et donc pour ceux qui ne le savent pas... Ah, on a bien bossé. Hein. Allez, attention, ça rigole pas en termes de connaissances. Ouais, vas-y. Des puits de science. Hein. Ouais. Alors, non, j'ai mis ces finales-là dans le top 10. Déjà, c'est une grosse rivalité. Lakers, Je t'avoue que j'ai pas regardé, donc Los Angeles. J'ai pas envie de... moi, j'en ai maté pas mal de matchs. Hein. Oui. J'en ai maté pas mal de matchs. Il y a notamment, évidemment, le Game 6 qui sera le dernier de la série. Karim Abdul-Jabbar est pas là. Magic Johnson en pivot. Du nom de Magic Johnson qu'on va mettre en pivot. Le petit gars va faire 42-15-7. Pivot. Ben Simmons. Bonjour, je présente Magic Johnson. Magic Johnson qui aura joué arrière, meneur, ailier, tout ce que tu veux dans ces finales. Ouais. Monstrueux, rookie, MVP des finales. Ouais. Mais en face, il y avait quand même du Julius Erving. Il y avait, tu vois... Il y avait Mochix, il y avait du monde. C'est pas sur ces finales qu'il y a le lay-up monstrueux de Julius Erving, la ligne de fond, le hang time, allez le voir, le plus beau lay-up de l'histoire de la NBA. Ouais. C'est dans ces finales. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans ces finales en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Avant de se blesser, Karim Abdul-Jabbar est énorme. Il y a beaucoup de matchs serrés, il y a une belle rivalité, il y a deux gros publics et c'est pareil, c'est assez spectaculaire. C'est deux équipes où ça joue. C'est pas qu'ils défendent pas bien, mais enfin c'est pas leur priorité quoi. Et là pour le coup on est dans les années 80, donc là en termes de pace, on est tout en haut. Le mec qui défend a perdu. Non mais c'est même pas ça, c'est de la pace, ça joue hyper vite. Quoi. Vous allez courir, oui. Ouais, ça joue hyper vite quoi. C'est des paces incroyables. Les années 80 en termes de pace, aujourd'hui franchement, c'est Westhead le coach des Lakers, les mecs. C'est Westhead. Ouais, c'est Paul Westhead. Donc Paul Westhead, allez vous renseigner sur le gars, mais lui le jeu. Le mec va au boulot en courant. Ouais voilà c'est ça. Il a jamais pris les transports. Il va au boulot en courant. Il a couru toute sa life. Dès qu'il y a un jour qui court pas, il sort. Ouais. Allez, tu sors. Il aimait bien les presses tout terrain et tout. Paul Westhead, c'est un grand malade. C'est violent, ouais. C'est un mec qui met de la presse tout terrain. Thibodeau, c'est un calme à côté. Au niveau des cardio. Non, mais au niveau cardio, c'est un malade, Paul Westhead. Toi, t'as mis quoi déjà ? Oui. Ok. Ouais. Alors ça va faire J'ai mis un poil plus haut. Ok. Attention à ne pas confondre grand moment et grande finale NBA. On retient souvent cette espèce de trio Game 5, Game 6, Game 7 parce que t'as la remontada, blow 3-1 lead, donc évidemment on est là, the block, the shot, la suspension de Draymond Green, etc. Les 4 premiers matchs sont pourrables. Ce sont des blowouts. C'est pas terrible. Les 4 premiers matchs de cette série, c'est vénère. Il y a 2 claques monstrueuses des Warriors à domicile. Tu reviens à Cleveland. Cleveland répond. Ouais. Et après, à ce moment-là, t'as mais même le Game 5 est bien remporté par Cleveland à Golden State. Le Game 5, il y a quand même 2 joueurs à 40 points. 40 points, donc il y a évidemment. Quelque chose, quoi. Mais le Game 6, tu te souviens toi du Game 6 emporté à Cleveland ? Genre, c'est vraiment une démonstration des Cavs. En fait, c'est juste que le Game 7 est tellement incroyable, et puis c'est le Apex. T'es obligé de le mettre dans les 10. Là, par contre, je suis obligé de les mettre dans les 10. On est d'accord. Bien sûr, je mets dans les 10. Tu les as mis dessus. N'abusons pas quand même, ça fait partie des 10 plus belles finales. Tu vois, le Game 7, il y a The Block, il y a le shoot de Kyrie. Mais sinon, le Game 7 en lui-même, il y a 89 partout, les gars. Et c'est pas parce que ça défend si dur, ça défend bien, mais surtout ça rate. Des choses, il y a des petites erreurs et tout, donc c'est pas des finales qui sont incroyables, mais on les élève normal dans notre génération parce que on les a vus tous en direct, The Block, etc. Donc voilà, attention à ne pas confondre, regardez-les si vous voulez, et je peux vous garantir, je mets au défi n'importe quelle personne qui regarde les finales de 2016 de pas me dire quand il regarde le premier quart du premier match de faire, on peut pas faire fast forward jusqu'au Game 5. Je vous jure, vous allez le faire. On passe en place numéro 7 ? Tiens, bim. T'as déjà écrit ? Ah ok, vas-y. C'est pour ça que vas-y, régale-toi. Ça c'est fait. Ouais. Non, mais comme ça, c'est pas la peine, tu vois, j'ai pas grand-chose de plus. Bien sûr, vas-y, à rajouter de ce qu'on vient de dire un petit peu sur ces finales. Je suis assez d'accord avec toi, ça rentre dans le top 10 parce que historique, parce que LeBron est historique aussi, parce que Kyrie Irving met un shoot incroyable au Game 7. Je rappelle que Kyrie Irving jusqu'au Game 4... c'est Terry Rozier, et encore. Non, mais tu vois. C'est Terry Rozier. Non, mais on est d'accord ou pas ? Bien sûr. Il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Après, attention, il va se réveiller très fort. Ouais. Voilà. Je rappelle que le fameux Game 7 qui est incroyable est quand même un match assez crade des Warriors. On a parlé des chokes, Curry a choke. Moi, j'adore le match, mais c'est vrai qu'il est... Non, mais le match est cool à regarder en tant que spectateur. Après, si tu le regardes un peu plus froidement...
tu te dis, c'est pas le plus beau match de basket de l'histoire. Voilà, c'est ça. Il y a de la perte de balles. Alors oui, ça défend dur, ça veut, mais il y a surtout de l'enjeu qui fait un peu trembler les mimines, quoi. Hein. Non, clairement. Bien sûr. Donc tu les as mis en 7. Ils sont là parce que il y a un 3-1 et c'était jamais arrivé en finale de revenir à un 3-1. C'est ça qui est beau parce quand même. Parce que il y a quand même, c'est quand même clairement une des séries, peut-être la série la plus importante de la carrière de l'un des joueurs l'un des plus grands joueurs de l'histoire NBA. 2 même. Hein ? De quoi ? 2 des plus grands joueurs de l'histoire aussi. L'un des 2 ? Non, 2 des plus grands joueurs de l'histoire. Parce qu'il y en a aussi en face. Le mec est taquin. Non mais voilà. Non mais je veux dire, LeBron James. Jouer sur le wording. Si tu dois résumer un jour la carrière de LeBron James, 2016. À un moment donné, tu vas forcément parler de ces finales de 2016. C'est le joyau. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Donc c'est important aussi pour ça, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoute, en 7ème place, je t'ai mis Spurs Heat 2013. Tu les as mis plus haut ? Ils sont dedans ? Ouais, je les ai mis. Ah oui, dis-moi que tu les as plus haut, bien sûr. Tu rigoles. Spurs Heat 2013. Wow. Pareil, encore une fois, attention. Wow. Attention. Oui, mais quand même. Là, je sais ce que tu vas dire, mais non. Qu'est-ce que je vais dire ? Tu vas dire qu'il y a eu des blow-out, tout ça. Bah oui. C'est pas interdit. Non, mais bien sûr, mais donc comme je viens de mettre en 8, tu vois, Cavs Warriors. C'est des blow-out ou avec de la réussite au tir, genre Danny Green. Ouais, bien sûr, Danny Green et comment il s'appelle ? Gary Neal. Genre ça va, ok, mais ce sont des énormes branlés, quoi. Et même des branlés dans les deux sens, hein. Bien sûr. Bim. Hein. Et quand Wade se réveille au game 5, je crois, et qu'il gagne à San Antonio, ou le game 4, pardon, qui gagne à San Antonio, il y a pas de... Genre, il y a 2 matchs serrés, c'est les games 6 et 7. Donc, du coup, les 2 matchs sont incroyables. C'est pour ça qu'à eux deux, non mais, à eux deux, ces matchs-là sont font en sorte que toute la série est all-time. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de penser que les 4 premiers matchs de la série sont moyens. Et donc, du coup, par contre, le finish, en fait, les 48 dernières heures de cette série sont, Ray Allen. Rebound bash! Back to Allen, it's rebound. Ah, je vais chialer. Même ce que fait LeBron juste avant. Et le bandeau. Et LeBron juste après. La perte du bandeau. Bien sûr. Et le shoot de Mario Chalmers et tout. Oh. Et Kawhi qui rate ses lancers, tout ça. Fin. Et tout, la tata. Bien sûr. Et Tim Duncan, le match d'après, qui ouvre son petit runner et tout. Putain de merde. Et le jumper de LeBron, etc. Donc, je suis obligé de les mettre. Alex en parlera peut-être lui aussi si les amis plus. On passe en place numéro 6. Il y a quand même du Spurs dans ce top 10. Je dis ça, je dis rien. Équipe super chiante à jouer, etc. Il paraît que c'est horrible. Place numéro 6. Alex, il hésite ou pas ? Non, Ita. Sonics Bullets 1978. Ah ouais. Ah ouais, moi je l'ai mise. Ouais. Pour les avoir matés a posteriori, c'est une série de finale qui va en 7. C'est une série de finale dans laquelle il n'y a pas un match. Toi qui aimes bien ça. Il y a pas. C'est offensif. Et il n'y a pas un match à plus de 10 points d'écart. Ah non, mais il y a pas un. Ah non, mais il doit y avoir 30 points d'écart total sur la série, c'est une série en 7. C'est un truc de fou. Ouais. Ça se répond coup pour coup dans tous les sens. D'un côté, donc on a Wes Unseld, Elvin Hayes, notamment, côté Bullets. Bien sûr. De l'autre côté, Phil Chenier et compagnie. Ouais. De l'autre côté, en face, on a du beau monde également. Gus Johnson. Ouais. Sigma doit peut-être être dans le coin. La raquette Sigma. Il doit être dans le coin, mais je me rappelle plus, je crois pas en fait, parce que tu vois, j'ai les images en tête, je crois pas. Bref, allez voir, ça joue vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme ce que je disais pour les finales de 76 tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est intéressant quand t'es fan de basket de voir ce genre de série, parce que ça te montre aussi ce que ça a été le basket, et ça te permet de relativiser et de mieux comprendre comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire notamment au niveau athlétique, notamment en termes de même limite de gestuelle de shoot. Tu vois, c'est plus pareil, il y avait beaucoup plus de... Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de shoot en suspension et tout. À l'époque, les mecs qui shootaient en suspension, tu sais, c'était des oufs. Maintenant, voilà. Pourquoi tu restes en l'air ? Non, mais tu vois, t'es con, le jeu était beaucoup plus compartimenté. Je veux dire, meneur, tu faisais entre 1m80 Bah, tu respectais les 5 postes. Oui, arrière, tu faisais entre 1m90 et 2m. Ailier, tu faisais 2m02. Il n'y avait pas de stretch 4, les potes. Les stretch 4, c'était des mecs de 2m08 et 210 kg ou environ, enfin, tu vois. Qui jouaient pivot et qui fermaient leur gueule. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais par contre, cette série, elle est vraiment très intéressante parce que la raquette des Bullets est vraiment forte et le jeu collectif des Sonics est vraiment assez impressionnant. La balle, elle circule vite. Oui. C'est pareil, ça joue beaucoup l'attaque, ça se bat au rebond. Vraiment, ça se mate. Ok. Moi, j'ai souvent du mal avec le basket un peu trop rétro, un peu trop vintage. Oui. Mais en fait, ça fait partie des séries qui se matent bien. Voilà. Ok, très bien. Et bah écoutez, allez la regarder, notamment cette petite finale de 78, c'est vrai, pour se faire un peu de connaissance. Je t'ai mis les Bulls face au Jazz de 97. Et pourtant, à la base, on en a parlé nous tous les deux en off, j'ai failli mettre 98.
Bah quoi? Ok, bah non, bah alors là... Ah bah au-dessus, il y a du monde. Hein. Ah bah oui, bah non. Ah bah là... Bah content de savoir ton numéro 1. Écoute, voilà, je suis ravi de savoir que t'as mis Jordan en 1. Ah d'accord, ok. Ça n'a rien à voir. J'ai mis Bulls Jazz 97. À la base, je mets Bulls Jazz 98. En fait, c'est parce que j'ai hésité entre ces deux finales que du coup, et j'en ai vraiment, genre au-dessus, j'ai des moments qui sont épiques dans tous les sens. En fait, je la mets là, elle est belle évidemment parce qu'il y a trop de moments de Steve Kerr au flu game, etc. Il y a vraiment des beaux moments, mais j'ai mis 98 à la base sur les Bulls Jazz parce qu'ils sont je suis d'accord, je préfère 97 clairement. Et j'ai mis 98 à la base parce que au-delà du shoot ultime de Jordan, en fait, dans l'approche, je pense vraiment que c'est la série qui est attendue la plus serrée. Je pense que le Jazz est vraiment au niveau en 98 par rapport à 97. Les matchs sont serrés en 97, genre regardez les écarts, c'est ouf. Et en 98, il y a le Game 3 qui est genre... ils ont quoi, 54 points je crois le Jazz. C'est une énorme branlée. Donc du coup, ça rend les finales, enfin du moins ce match de finale pas très serré. Mais... je suis obligé de les mettre là parce que vraiment au-dessus, au-dessus, Ah bah non, bah on va bien voir. Ah, au-dessus, les équipes, c'est... Ok. Donc tu nous as mis, là, on passe en place numéro 5 ? On passe dans le top 5. On passe en 5, hein, c'est ça ? Ça... Ah, mal fini. Attends, j'ai fait une connerie, moi ? 1, 2, 3... Tu t'es trompé ? 4, 5, 6... Ouais, c'est pas grave. Tu t'es trompé ? Oh putain, je me suis trompé. Non, c'est pas très grave. C'était quoi ? C'était ton 5, ça ? Non, justement, tu vois, je vais improviser total, ça va être parfait. Reste numéro 5. On est bon, t'inquiète. C'est parfait. Il manque un spot. C'est pour ça que j'hésitais tellement sur ma 9ème place qu'en fait c'est bon. Hop, et là je vais pouvoir mettre 98. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là on est bon. Le rattrapage. Heat Spurs 2013. Oui. Je l'ai mis dans mon top 5. Ok. Je l'ai mis dans mon top 5 parce qu'effectivement il y a des blowouts, mais je trouve que, j'en ai un bon souvenir, je trouve que c'est des beaux blowouts. Ah bah oui. Ça joue quoi. C'est des blowouts d'attaque. C'est de la grosse réussite au shoot. Disons que c'est la plus grosse finale de LeBron avant celle de 2016 quoi. C'est celle où il est en apex, celle du Thunder elle compte pour que dalle. Donc là c'est vraiment Spurs contre Heat quoi. LeBron est énorme. Ouais. Wade est encore bien fort. Tony est fort. Tim Duncan il fait encore le job. La naissance de Kawhi c'est l'année après. Voilà. Non mais il y a beaucoup de choses et puis après non seulement il y a beaucoup de choses en termes de niveau de jeu, ensuite il y a du suspense, il y a une énorme intensité. Il y a ce Game 6 qui est complètement fou, avec, le plus gros shoot, enfin, tu vois, genre, voilà, quoi, il n'y a pas plus gros, quoi. Allez voilà. Fait chier, Allen. Et derrière, on l'oublie souvent, toi t'en avais parlé dans le top 10 des Game 7, on oublie souvent que le Game 7, il est classe. Ah, il est trop bien. Hein. C'est un putain de match. Comme je l'ai dit, les 48 dernières heures de la finale sont je trouve que de A à Z, cette série, elle raconte une histoire, quoi. Genre, ça se répond coup pour coup, ça s'envoie des blowouts, on arrive à 2-2, les Spurs passent devant, les Spurs sont à ça de gagner, et là, il y a Bron qui fait un 4e quart de grand malade mental, il y a Ray qui rentre le plus gros shoot de l'histoire, et puis ça bascule quoi. Cette finale, elle est complètement dingue en termes de dramaturgie, en termes de jeu, en termes d'intensité et en termes de story, en termes de dramaturgie de ce qu'elle raconte. Ouais, non, elle est très belle. Voilà, donc moi ça rentre dans mon top 5 ça. Ça rentre dans ton top 5, très bien. Bah à ce moment-là, du coup, je vais pouvoir argumenter. Là, cette fois, j'ai mis Bulls Jazz. Ah, j'avais tellement hésité en fait sur mes 10 que j'ai dû laisser un spot, et donc du coup, je vais pouvoir parler des deux séries. J'ai mis Bulls Jazz 97, et là, je te le mets 98. Je venais d'en parler juste rapidos. Alex pourra en parler aussi parce que 97. N'empêche, je suis désolé, les deux finales là entre Bulls et Jazz, elles sont sublimes. On peut les mettre toutes les deux dans le top 10 all-time. Elles sont magnifiques. Après, à toi de choisir. Tu nous en as mis une, on verra laquelle des deux. Hein. Peut-être que, comme tu l'as dit, ce sera 97. Mais 98, elle est vraiment, je trouve bien, parce que comme je venais de le dire, il y a le premier match est remporté par Utah, si je dis pas de bêtises, en prolongation. Avec Pippen qui loupe un shoot à 3 points au buzzer pour essayer de prolonger un petit peu la rencontre. Et en fait, la réaction des Bulls derrière est trop belle parce que tu sens quand même qu'au niveau de ce qui se disait autour du Game 1 notamment, c'est-à-dire que c'était impossible d'avoir Utah qui allait remporter le titre en 97, je pense. Alors en 98, quand ils arrivent et qu'ils font une bête de finale de conférence, je crois qu'ils sweep les Lakers, un truc comme ça, et qu'ils arrivent et qu'ils remportent le Game 1, t'as la pression sur les Bulls. Et donc eux se rattrapent vachement bien derrière en faisant une finale vraiment magnifique avec le lockdown défensif qu'on connaît sur le Game 3, etc. Regardez Jordan en finale, puis aussi juste pour ça. Hein. Malone commence très bien sa série, il la termine mal, puis bon, l'action la plus iconique de notre sport, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Si. Il y a faute. Ah, redis-la, face caméra, redis-la Alex. Oh, je l'ai déjà dit face caméra. Ah bah putain.
Allez, numéro 4. Avec une plume dans le cul. On va rentrer en place numéro 4. Place numéro 4. Qui tu as mis, Alex? Ok, je les ai mis un peu plus haut. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Bulls Suns 93. Ah, c'est une magnifique finale. finale. Ah bah si, j'ai le seum. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie, ça. Hein. T'as. C'est mal écrit, mais bon, c'est les Lakers Pistons 88. Ok. Bah, il reste 4 places, l'autre maintenant il va faire tous les spots, tu sais, alors qu'il reste 4 places. Ah, je les ai mis beaucoup plus haut quand même. Bulls Suns. Plein de choses à dire sur cette série. Déjà, est-ce que c'est pas... Genre, les Bulls sont en quête de sweep it, les Bulls sont énormes. N'empêche qu'en face, ils ont une équipe qui a fait un meilleur bilan qu'eux en saison régulière. Ah ouais, non, les Suns sont Ils ont une équipe qui rigole pas du tout. Et qui nous sort d'un game 7 contre les Sonics. What the fuck. Et même la série contre les Spurs, bien sûr, monstrueuse. Le parcours des Suns. Genre le parcours des Suns, les playoffs des Suns en 93, c'est que du régalade, clairement. Genre Charles Barkley, monstrueux. Au sommet. D'ailleurs, Charles Barkley sera monstrueux sur ces finales. Hein. Moins monstrueux que Jordan, donc déjà ça c'est l'argument numéro 1 pour dire pourquoi ces finales je les mets aussi haut. C'est parce que on a très probablement, en tout cas à l'heure où je parle, on peut discuter avec peut-être quelques autres lignes de stats incroyables, mais pour moi, celle de Jordan en 93, là, le 41, 8-6, là. 41 points de moyenne, et 8 rebonds, c'est pas ça, c'est quand même sérieux, hein, attention. Alors, tu peux relativiser le 41 points en te disant que c'est sur la défense des Suns, qui était quand même... Je veux dire, ces finales-là, quand tu les mates, pour le coup... C'est complètement anachronique dans les années 90. Bien sûr. Non mais t'es d'accord. Ça joue hyper vite. Ça joue hyper bordélique. Il n'y a pas trop de système. Mais c'est justement trop bien. Les Suns jouent très souvent avec un truc un peu small ballisé, ce qui était quand même assez rare, mais c'était pour répondre à ce que proposaient souvent les Bulls en fait. Il faut rappeler que les Bulls de Phil Jackson, souvent t'avais du Horace Grant au pivot, t'avais des Pippen qui pouvaient glisser jusqu'en 4 pour défendre sur Barkley. Enfin, on a des duels de toute façon dans cette série. On a Dan Mayerley contre Jordan, on a Kevin Johnson, Danny Ainge. Non mais franchement, cette série elle est magnifique. Il y a Richard Dumas qui se tabasse avec les ailiers des Bulls et tout. Enfin, c'est magnifique. Et on a le game, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le game 3, qui est remporté par les Suns en triple prolongation. À Chicago. Un match incroyable. Un match incroyable. Il faut voir ce match. Ouais, bien sûr. C'est complètement fou. C'est ouf. Ouais. Complètement fou. On a une série de Jordan, je crois qu'il aligne 4 matchs à plus de 40 points de suite dans cette finale. Il y a énormément de choses dans cette finale. Après... Honnêtement, pourtant je kiffe les Suns. Honnêtement, je me suis pas fait non plus trop d'illusions. Je trouve que les Suns ont bien joué. Les Suns peuvent avoir le seum parce qu'ils se sont fait fumer au buzzer du Game 6 par un mec qui s'appelle John Paxson, c'est-à-dire c'est un gars qui sort du banc, il sait faire un truc, c'est mettre des 3 et puis voilà. On sent toute la blasitude. C'est quand même terrible. Après, je rappelle qu'il y a quand même Kevin Johnson qui se fait contrer par Horace Grant. T'inquiète, je vais en parler, je les ai plus haut. Le dénouement du Game 6 est assez intéressant, mais ils ont quand même bien dominé cette série, les Bulls. Bien sûr. Ils menaient 2-0, après ils menaient 3-1. Tu vois, donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis que 4, dans le sens où je trouve qu'il y a eu des séries plus indécises quelque part. Très bien. Eh bien, écoute, je t'ai mis Lakers Pistons de 88. J'ai mis plus haut. De toute façon, il reste 3 spots après, donc écoute, c'est parfait. J'ai mis plus haut Bulls Suns, tu vois. C'est bien. Lakers Pistons, on pourra en parler en long en large avec Alex juste après, pour éviter de se trancher un peu. Dans 3 spots, tu pourras en parler. La finale est absolument folle, évidemment, parce que déjà on est en 7. Il y a des stars dans tous les sens. Du côté Pistons, Lakers, ça joue vachement bien. Évidemment, il y a aussi, tu parlais de dramaturgie, etc. Toutes les fautes fantômes, Isaiah Thomas sur une cheville, le Big Game James de James Worthy. Il y a quasiment tout, il n'y a pas tout. D'accord, écoute, on sait très bien. Du coup, putain, Alex, on sait déjà. On va voir. On va voir. Mais écoute, pour le coup, j'arrive pas à la mettre cette finale au-dessus de mes 3 autres. Tu la mettes pas sur le podium, ça m'attriste un petit peu quand même. Mais écoute, mais tu veux pas changer? Non, mais plus ça avance, vu que c'est le bazar là. Non, mais plus ça avance, plus je me rends compte qui tu vas mettre dans tes 3 premiers. Là, je me demande qui tu vas mettre dans tes 3 premiers du coup. Tu rigoles aussi? Pourquoi? Écoute, on va rentrer sur le podium. Allez, on y va sur le podium, c'est parti. Qu'est-ce qui nous a foutu là? Fais gaffe, tu l'as déjà mis Jazz Bulls. Ouais, t'inquiète. Qui t'a foutu sur ton podium? Si, c'est évident. Hop. Déjà, j'ai ça en 3.
En 3e. Ouais, D'accord. Bah, c'est bien en 3. Okay, d'accord. C'est podium. Regarde le mec qui change le truc. C'est pas blasphème. D'accord, oui, non, bien sûr. Bah, toi, c'est un peu blasphème ce que tu viens de faire. Sur quoi ? En 4, là. Moi, donc la finale de Celtics-Lakers, elle est moins bien que la finale de Pistons-Lakers. Oui. Ok, très bien. Bien sûr. D'accord. Ah, mais oui. Ah, bien sûr. Oui. Déjà, pour une première raison, c'est que dans celle-là, il y a une star qui est pas au top. Et ça me fait chier. Ça de quoi ? Magic ? Bah, Magic, il est pas au top quand même. Arrête, il y a 2 mauvais matchs de Magic, le reste c'est très bien. Et pourquoi on l'appelait, tu vois, non. Tragic Johnson, ça vient de là. Ok. Quand même. Donc, mais après c'est une finale en 7. Pareil, c'est les finales des années 80 qu'on kiffe parce que putain, ça joue vite. Il y a de la star de tous les côtés, je suis d'accord. Tu vois, pareil. Ça manque un peu de sang. Ça manque un peu de. Ça manque un peu de sang. Redis-le devant la cam. Non, mais ça manque un peu de, tu vois, de sang. Oui, tu vois, mais de sang, pas au sens propre, au sens. Il y a de l'animosité, mais je trouve que dans Lakers Pistons, je la trouve plus ouf. Tu vois, je la trouve plus ouf. Il y a le plus gros body slam de l'histoire de la NBA. Oui, bon, ok. Bon, vas-y, défends. Body slam, ok, bon. Oui. Ouais, bah. La plus grosse faute flagrante qu'on ait pu connaître dans notre sport. La plus grosse faute flagrante. Bah, le takedown sur Kurt Rambis. Ouais. non, mais vas-y, y a pas de problème. Ouais, Bill Laimbeer sur Jordan, il en a collé d'autres aussi, hein. Oui, bien sûr, mais c'est pas les finales de 88. Voilà, c'est pas en finale, mais c'est pas la plus. Alors, de l'histoire des finales. Bah la plus connue, la plus violente, c'est quand même. Mais donc voilà, pour avoir vu également a posteriori, hein, j'imagine comme toi a posteriori un petit peu, voilà, ces finales-là. 84, j'avais un peu de. C'était un peu tendu. Ouais, c'était un peu tendu. Oui, ça joue. Oui, ça joue vite. Oui, ça joue bien. Larry Bird est grave là. Magic un peu moins, même s'il envoie quand même des bonnes finales. Attention. Hein. Il y a Karim Abdul-Jabbar qui est sérieux. Enfin, de toute façon, les Lakers sont un peu les mêmes en 84 qu'en 88. Je dirais que Magic est plus fort en 88. Enfin, il fait des meilleures finales, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu vois. Mais sinon, l'équipe, elle n'a pas tant changé que ça. Il y a quelques joueurs autour qui ont changé, mais le noyau est là. Oui. Tu vois. L'adversaire est différent. Ok. Moi, je préfère celle contre les Pistons. Très bien. Je les trouve plus. Très bien. Je sais pas, je trouve l'ambiance, je sais pas, pour regarder les matchs, je trouve le. Ok, très bien, mais de toute façon, c'est les top 10 all-time, c'est subjectif, hein, donc de toute façon, bien sûr. J'ai plus de grands moments en tête en 88 qu'en 84, même si en 84, il se passe pas mal de choses, mais je sais pas. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je t'ai mis Bulls The Suns 93 en 3ème, parce que pour le coup, tu vois là, moi par exemple, c'est vachement lié à mon enfance. Évidemment, j'ai 3 ans, je les ai pas regardés, mais par contre, quand j'ai commencé à télécharger un peu de façon très légale, clin d'œil, c'est les premières finales que j'ai regardées. Putain, quel kiff! Quel kiff! Les rencontres, le rythme de jeu, les stars, Jordan, Danny Ainge, ça se rentre dans la gueule, Charles Barkley. Ces Suns-là, ils sont trop cool. Et en fait, ce qui est ouf quand vous allez voir cette série notamment, c'est que tu viens de le mentionner, Phoenix fait une plus régulière. Chicago gagne ses 2 premiers matchs à Phoenix. Donc tu dis, waouh, attends, déjà, c'est quoi ce début de série? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, mais tu crois que c'est fini déjà la série? Donc tu reviens, Game 3, le match de ouf, à Chicago, remporté par les Suns. Donc tu te dis, mais c'est quoi cette série de ouf? Jordan qui répond derrière. Game 5, il y a donc déjà 3, donc Game 5, tu te dis, oh, ça va finir. Non, les Suns disent on survit, survival. Donc du coup, Phoenix vraiment pousse la série au maximum. Et le finish sur le Game 6, que ce soit le compte, comme tu viens de dire, sur Kevin Johnson et surtout la circulation de balles, l'atmosphère, je trouve que de finir cette finale qui est absolument folle sur une dernière séquence épique comme ça, une passe de Jordan pour Horace Grant, qui la lâche à Paxson. Il y a un côté un peu fou dans cette série. Et en plus, au-delà du scénario et tout, Barkley qui vient de se faire la Dream Team l'année d'avant et qui veut avoir la tête de Jordan. Il y a vraiment un espèce de build-up sur ces finales NBA qui fait que, moi en tout cas à titre perso, c'est parmi les premières old school que j'ai vues en téléchargement et j'étais halluciné, je me suis dit, putain les finales NBA elles doivent toutes être trop bien, bah non, j'ai commencé à regarder d'autres et j'ai fait, waouh, bah celle-là elle est très très haute, mais elle n'est pas tout en haut. Donc il reste 2 spots. Quoi? Alors attends, juste qu'on soit d'accord. Bah quoi? Donc, la finale que je vais mettre sur ma tablette là, elle ne fait pas partie de ton top 10 all-time. Laquelle? Mavs Heat 2011. Non. Bah non. Ok. Bah non. Très bien. Non. Vas-y. Non, je l'ai pas mise. Non, je l'ai pas mise parce que. Non, vas-y, défends Bull Jazz 97 qui est une finale ouf. Oui, non, mais Bull Jazz 97, t'en as déjà très bien parlé. J'ai mis 5ème. Bah, vas-y, en plus en détail quand même. Moi, je l'ai mise plus haut parce que
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on oublie souvent, parce qu'on parle souvent des Bulls de 96, des 72 victoires. Ouais. En 97, les Bulls, ils arrivent en finale, ils ont quand même bien défoncé l'Est et ils ont gagné 69 matchs en régulière. Ouais. 69 matchs en régulière, en fait, aujourd'hui, c'est le 3e meilleur record all-time encore au moment où on parle. Et à l'époque, c'était le 2e, parce qu'ils venaient de faire le meilleur l'année d'avant. Bien sûr. Donc c'était des Bulls encore très, très, très sérieux. Très expérimentés, avec des joueurs qui vieillissent, mais ça reste... Bien sûr. Jordan est plus tout jeune, Jordan il a 34, Pippen il doit en avoir 32. Ouais. Rodman doit être plus vieux encore, il doit plutôt être à 36. Ils sont énormes. Et en face, le Jazz, pour moi, c'est le meilleur Jazz, le Jazz de 97. Ah ouais. Avec Malone MVP, avec un Stockton vraiment très sérieux, Hornacek est bon. Pour moi, c'est le meilleur Jazz. Pour moi, après 98, ils sont forts aussi. De toute façon, ils vont en finale 2 années de suite, ils sont forts. Et je trouve que cette série, elle démarre très fort d'entrée. D'entrée, t'as game winner de Jordan à la maison au premier match, déjà. Point serré. Et 82-82, balle à Jojo, bim, 84-82, allez, tout le monde rentre chez soi. Ouais. Bam. Ensuite, dans cette série, il y a quand même un certain match qui s'appelle le Flu Game. Oui. Putain. Bien sûr. Donc ça fait déjà 2 matchs, tu vois, de ouf. Quoi, bien sûr. L'autre, bon, soi-disant, c'est une pizza, tout ça. Enfin bon, on vous laisse balancer vos théories. C'est clair. Elles sont bien les boîtes à Salt Lake. On vous laisse balancer vos théories sur le pourquoi du comment du Flu Game. En attendant, Pépère, il a la chiasse et il a quand même mis 38 points. Ou 37, 38. Fallait prendre un Advil. Ça, c'est quand même très sérieux. Ouais. Ensuite, on arrive à un Game 6, donc qui se joue à Utah. Et on a Pepper Steve Kerr qui nous conclut tout ça sur une passe de Jojo. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette finale. Il y a le niveau de jeu des deux équipes. Il y a le fait que la plupart des matchs ont été très serrés. Franchement, faut regarder. Non, oui, bien sûr. Genre le match le moins serré, ça doit être un match remporté de 12. À 10 points ou 2 points. Tu vois, un truc comme ça. Mais sinon, il y a beaucoup de matchs. Il y a 4 matchs qui se jouent à 3 points. Il y a beaucoup de matchs très serrés. Ouais. Il y a 2 game winners. Enfin, on est en finale NBA. Les équipes, elles choquent pas. Ça joue. Bien sûr. C'est vraiment 13 années 90 parce que ça défend dur. Oui, de deux côtés, ça défend très dur. C'est marrant qu'il y a le duel Malone-Rodman qui est absolument génial. Bien sûr. Enfin, et même le shoot de Steve Kerr pour terminer avec l'interception de Tony Kukoc, de Scottie Pippen pour Tony Kukoc. Qui dunk et tout. Enfin, franchement, grosse célébration et tout la totale. Franchement, ces finales-là, pour moi, c'est tout en haut. C'est presque, tout en haut. Presque tout en haut. Après, quand t'es en deuxième, déjà, c'est tout en haut. Tu vois, c'est marrant parce que pour le 98, maintenant que j'y repense, etc., il y a le côté encore plus vieux. Genre, ils arrivent, ils viennent de se faire les Pacers en 7, je crois, où c'était une galère et tout. Donc, c'est ça aussi qui fait, évidemment, balancer nouveaux avis aussi par rapport à ces finales, parce qu'il y a vraiment, j'ai regardé un petit peu, il y a vraiment des écoles très 97 et très 98. Toi, c'est vraiment 97 qui t'a marqué, ouais. Pour moi, 97, c'est des plus belles finales que 98. Mais 98 m'a grave marqué aussi, attends. T'imagines. Tu vois, mais non, 97, pour moi, les finales en elles-mêmes sont plus belles. Et donc, Mavs Heat ne fait pas partie de ton top 10 all-time? Non. Je peux m'en expliquer tout de suite si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais. Je veux bien pour ma sécurité. Attention, qu'on se trompe pas, d'un point de vue personnel, j'ai beaucoup aimé ces finales puisque j'étais trop content de voir les Mavs gagner. Ouais. Et je trouve que, pour moi, c'est plus le parcours entier des Mavs qui est incroyable en 2011. Tu vois, pour moi, les finales de conf contre le Thunder, si je dis pas de bêtises, elles sont mieux, quoi. Je les ai adorées. Que ces finales? Ouais. Non. Moi, ces finales, déjà, il y a un truc qui me dérange dans ces finales. D'ailleurs, on en a parlé dans un top 10 précédent. Et d'ailleurs, toi, tu les as un peu indirectement mises tout en haut également. Ouais. C'est que ça te choque côté LeBron, quoi. Ah bah. Et moi, ces finales-là, du coup, ça me gâche le plaisir sur le coup et le plaisir a posteriori de qualifier ces finales d'immenses finales si le meilleur joueur de ces finales ne fait pas ces finales. Je sais pas si ma phrase est très claire. Si, j'ai compris. Mais tu vois ce que je veux dire. Replay, mais je l'ai compris, moi, c'est bon. Donc, en gros, on a le meilleur joueur, parce que LeBron James, c'est le meilleur joueur de ces finales déjà, même si Dwayne Wade est énorme, mais LeBron James se choke. Donc, LeBron James choke. Il fait pas du tout ses finales, ce qui aide considérablement les Mavs évidemment, mais ça enlève rien. Ça enlève ce que vous voulez leur victoire. Mais maintenant ils ont gagné. Dirk est magnifique. Il y a des matchs serrés. C'est émotionnellement c'est incroyable. Moi j'adore Jason Kidd, le voir prendre une bague, j'étais trop content. Mais ces finales là en elles-mêmes, avec le fait que LeBron James choke et ne soit pas du tout à la hauteur de son Chosen One King, enfin tous les surnoms qu'il a et tout, ça m'emmerde. Pour faire rentrer ça, je trouve que du coup il y a plein d'autres finales qui sont au-dessus, ou d'ailleurs de LeBron James. D'ailleurs LeBron James, je le mets combien de fois là-dedans là? Je le mets 2 fois en fait. 2 fois, hein, j'imagine. Je le mets 2 fois. Je le mets 2 fois. Et pour moi, une finale dans laquelle le meilleur joueur de ces finales fait pas ses finales,
ça enlève quand même grandement. Du coup, je suis très surpris que tu les mettes aussi haut. Je m'attendais à ce que tu les mettes. Mais alors que tu les mettes aussi haut, je suis bluffé là. Alors, je vais te dire pourquoi. 0 blowout. Tous les matchs sont serrés. Ah oui, mais bon. Non mais tous les matchs sont serrés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 4 matchs qui se jouent à 3 points. Bah quand même, quand on cherche les finales avec des matchs intenses, c'est bien d'avoir des matchs qui sont serrés avec à la fois des comebacks. Donc il y a le comeback du Game 2 de Dallas qui est monumental à Miami. Après la gifle du Game 1, Dallas revient avec le Game 2. Le Game 1 qui a un vrai blowout finalement. Qui a un blowout de 12 points. Hein, donc, mais c'est une domination quand même. Mais Miami domine. Tu vois. Sur le Game 2, il y a comeback. Donc déjà 1-1, enfin tu reviens 1-1 pour ensuite essayer de reprendre l'avantage. Game 3, ça se termine au finish. Hit avec Chris Bosh qui met un mid-range de ouf pour essayer. On est encore sur du match serré. Tu me parlais de flu game. Dire qu'il a un flu game dans les finales de 2011. Ouais, je sais. Ah bah, il a un flu game et il met le lay-up de la gagne. Et c'est dire qu'à son apex. Et c'est la défense des Mavs qui fait justement chuter un des plus grands shooters de l'histoire. Et juste là, je pense, je te mets on the spot, de toutes les finales qu'on vient de parler là, c'est la seule où il y a l'underdog qui gagne. C'est l'équipe qui n'est pas favorite qui gagne. Et ça, c'est incroyable en termes de script. C'est-à-dire que c'est l'équipe Dallas qui n'est pas favorite sur ces finales et qui décide de faire non. On va contrer totalement la hype des Heatles, le jeu, Dwayne Wade qui fait des finales de fou. Il termine en plus derrière à Miami. Je peux comprendre qu'on puisse pas les mettre très très haut parce que en soi, c'est vrai, LeBron ne fait pas des finales incroyables. Et il n'y a pas des performances folles avec des matchs à 40 points, etc. Non. Mais je t'avoue que... Moi, je les trouve pas si belles, hein, vraiment. En fait, si je les mets aussi haut, c'est parce que demain, tu me dis, t'as un repas de 2 heures, qu'est-ce que tu regardes ? Ouais, je mets Mavs Heat 2011. Pas moi, alors, ah ouais, clairement pas. Bah non, clairement pas. Ça, je les regarde direct. Bah tu vois, c'est marrant, c'est totalement question de goût. Moi, je me mets des petits highlights de fin de match, je regarde la remise du trophée à dire que je suis trop content, limite larme à l'œil et tout ça. Mais alors les matchs... moi je le remets, le Game 2 je le mets, le Game 4 je le remets, le Game 5 et tout avec le finish, de dire qu'il essaie de finir chaque match à un doigt disloqué, il y a du trash talking dans tous les sens, il a le flu game, LeBron et Wade qui commencent à tousser en sortie de match, ça trash talk et d'ailleurs sur le terrain ça assume pas, oh là là, toute la dramaturgie je l'ai trouvée est assez folle et avec en Apex ce côté underdogs, c'est pour ça que je les aime beaucoup mais je peux comprendre que certains ne les mettent pas dans leur top 10. On passe en numéro 1. Bah numéro 1 je mets... Donc toi t'as Lakers Celtics 84, ouais. Moi j'ai Lakers Pistons 88. Ok. Bon, après là on en a déjà pas mal parlé. Bah mais... là c'est du goût, hein. T'aimes la pistache ou le chocolat hein. Elles se ressemblent en fait. Hein. Enfin il y a des points communs. Déjà il y a de l'animosité entre deux équipes qui peuvent pas se piffrer. Pour moi c'est la chapelle 16, tu vois, ce genre de bordel. Pour moi c'est plutôt là. Hein. Ok. En termes de jeu, ça rivalise bien déjà. Ça rivalise, oui. Ça rivalise bien. Bien sûr. Parce que ces Pistons là... qui avaient la réputation d'être des gros bâtards, de défendre très dur, de mettre des coups et tout. N'empêche qu'en attaque, ça jouait vite, hein. Il y avait de la pace, on est dans les années 80. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Donc pour rivaliser contre le Showtime, en fait, tu regardes les scores des matchs, non, bien sûr, bien sûr. Ça rigole pas, ça score. Ensuite, après, en termes de scénar, dans les deux finales, tu as beaucoup d'événements, très marquants. Bon, bah dans celle-là, t'as le Game 6 avec Isaiah Thomas qui se fait la cheville, qui met 43 points, qui met 25 points dans le quatrième quart, qui fait gagner les Pistons et tout. Il y a la Phantom Fall de Bill Laimbeer. Oh, ils le perdent, ce match de Isaiah Thomas, je crois. Enfin, il met autant de points dans le quatrième quart, je sais pas. Attends, pas. Ils le perdent peut-être, t'as raison. C'est moi qui dis des conneries. Oui. Ils mènent 3-2 les Pistons, t'as raison. Enfin, il est là, tu vois, il fait un match incroyable. Mais la dramaturgie est folle. C'est complètement fou. Oui. Le Game 7 est complètement incroyable. Ouais. Le Game 7 de ce match, de cette finale, est complètement incroyable. J'ai peut-être mis en 1 aussi dans les Game 7. Tu vois, moi, je les ai mis en 1 du Top et la Game 7, bien sûr. Bah, c'est logique en même temps, ça, pour le coup. Là, on a un Game 7, faut voir les images de ce truc. Faut voir les images, je veux dire, le match n'est pas complètement fini, il y a une longue remise en jeu de Bill Laimbeer qui cherche à Isaiah Thomas, il y a faute de Magic Johnson au moment de la réception de la balle, l'arbitre n'a pas le temps de siffler, il y a le public qui envahit le parquet, c'est terminé, au revoir, merci. Hein, c'est quand même ouf ça, non ? Oui, bien sûr, moi ça je trouve ça ouf. Non, bien sûr, bien sûr. Ensuite, l'autre chose qui est très intéressante dans ces finales, c'est l'opposition, pas l'opposition de style, mais l'opposition de stars. C'est-à-dire que tu as d'un côté... les intérieurs des Lakers qui sont quand même vieillissants, qui dominent un peu moins, mais qui se tapent des Bill Laimbeer et tout en face, donc c'est quand même un truc compliqué. T'as une opposition de style totale à la main. Je veux dire, on a Joe Dumars qui est pas meneur, mais qui est obligé de défendre sur Magic Johnson, parce que déjà que Magic Johnson prend 8 têtes à Joe Dumars, mais alors sur Isaiah Thomas, on n'en parle même pas. Isaiah Thomas ne peut pas défendre Magic Johnson, et inversement, parce que Magic Johnson sur Isaiah Thomas,
L'autre, voilà, bien c'est sûr, l'hôpital direct, ouais. c'est vas-y, va te faire réparer les chevilles. C'est clair. T'as James Worthy qui est en bataille dans l'aile avec des Dennis Rodman. Avec Mahorn et Rodman, bien sûr. Rodman, comment il s'appelle Aguirre. Mark Aguirre. Tu vois, genre ce genre de gars. Enfin, bien sûr. Franchement, les oppositions sont incroyables. Il y a le bisou. C'est dans ces finales-là, le bisou. C'est dès le Game 1, le bisou entre Magic et Isaiah Thomas. Rien que pour cette image, limite, c'est tout en haut, cette affaire. Magic Johnson et Isaiah Thomas qui se font un petit bisou comme ça, là, poup. Vas-y, je te fais un petit bisou. Oui, bien sûr. Avant de sortir dans la gueule. Bien sûr. Tu vois, genre, et les deux, entre parenthèses, ils ont ce point commun. Les deux, ils ont des beaux sourires. Par contre, ça se rend dans la gueule. C'est sourire d'ange et gueule de diable. Non, c'est clair. Bonjour les vicieux. Par contre, c'est à se faire. Faites-les vraiment, les finales de 88. Ça, faut mater, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Dans une vie de fan de basket, ça, c'est obligatoire. Clairement. C'est à faire. Voilà. Je t'en prie. Ce que je considère comme la Chapelle 16. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est. Pour moi, c'est vraiment. Genre. Ouais, c'est religieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment religieux, les finales de 84. C'est quelque chose de l'ordre par rapport à notre sport. C'est un truc qui. Bon, déjà, avant de parler même des matchs en lui-même et du jeu, rappelons juste le truc, c'est ce qui sauve la NBA. C'est le début de ce qui sauve la NBA. C'est ce qui sauve la NBA. L'Amérique entière est devant ces finales. C'est le premier socle. Ça, t'as raison. Il y a beaucoup de choses. L'année 84. C'est énorme au niveau sociétal. L'année 84, il y a beaucoup de choses pour la NBA, quoi. Et pour la NBA, pour les States et tout. Donc tout le monde doit faire son choix entre noir versus blanc. Un petit peu, tu vois. Il y a ce côté-là aussi. Pas faire son choix. Disons mais il y a aussi beaucoup de choix. Tout à fait, mais c'est soit Boston, soit le côté col bleu, etc. d'une team qui est considérée blanc de Boston, soit les Lakers, Showtime, Magic, etc. Au-delà de cette opposition-là, tu as les matchs. Il n'y a pas une seule équipe qui remporte 2 matchs de suite. Non. C'est Game 1, Lakers qui annonce tout de suite la couleur. Game 2, interception de Jared Anderson. Sinon, il y a 2-0 pour les Lakers. Toutes les minutes de jeu, de toute façon, ça se rentre dans la gueule. Game 3, les Lakers, c'est le seul blowout. C'est les Lakers qui run, mais comme jamais les Celtics. Ils mettent une telle branlée que derrière, Larry Bird dit de façon assez connue, on a joué comme des mauviettes, quoi. Du coup, Game 4, il n'a pas dit mauviette. Hein. Oui, il n'a pas dit une mauviette, mais je reste PG-13, on est d'accord. Je suis sur une chaîne YouTube, j'ai pas envie qu'on se fasse strike. Mais pour le coup, on a joué comme des mauviettes, hein. On a joué comme des gens en école maternelle. Et pour le coup, sur chaque match, tu as un moment mythique dans l'histoire de la NBA. Tu as le takedown sur Kurt Rambis, où les Lakers d'ailleurs perdent la faute de Kevin McHale, longue faute flagrante sur Kurt Rambis, où les Lakers commencent à entrer dans une spirale psychologique, les lancers loupés derrière de James Worthy et de Magic Johnson, le choke sign, le vrai premier de Cedric Maxwell qui est là. C'est vrai qu'il y a Tragic Johnson dans ces finales. Deux des quoi. On peut aujourd'hui faire un top 10 all-time des joueurs, Alex, Magic et Bird, on les met où ? C'est un duel au sommet entre c'est le premier duel au sommet entre 2 des meilleurs joueurs de l'histoire. Je sais pas où je les mets. Moi non plus. On le dira dans un prochain. On le dira dans un top 10 all-time. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même 2 des meilleurs joueurs de l'histoire qui se clashent. Oui, c'est la première fois depuis leur finale entre Michigan et Indiana State. Ce que tu disais, c'est non seulement ces 2 des meilleurs joueurs, à leur prime. Là, je reviens sur ce que tu disais au début. Ce sont les 2 joueurs qui ont sauvé la NBA. Ils ont sauvé la NBA. Ce sont les 2 joueurs sans qui on ne serait pas en train de parler. Pas ce que c'est aujourd'hui. On serait pas en train de parler. Pour moi, j'ai une révérence devant les finales de 84 qui avec vos Jordan, vos LeBron, vos Iverson ou des blasphèmes genre T-Mac ou je sais pas quoi. Réveillez-vous tous les matins, remerciez Larry Bird et Magic. On est d'accord. Point barre. Donc du coup, ça se finit en 7. Il y a en effet des matchs qui sont loupés par Magic. Et lui, dès sa première année, il décide de la finale. C'est bon. Moi, ce qui m'arrangerait bien, ça c'est un petit Celtics, bien sûr. Les matchs qui sont diffusés en direct, on rentre vraiment dans une vraie ère avec c'est tout. Il y a le hit game qui est le game 5 où les Celtics ne font pas exprès de mettre la température à 38, où Kareem Abdul-Jabbar doit respirer sous assistance. C'est n'importe quoi. Ils ont mis le chauffage dans le vestiaire des Lakers. Donc ça, ce sont des choses qui sont autour du match et surtout à l'intérieur. Regardez, ils sont dispo sur YouTube, les matchs. Regardez par exemple le game 7. Tu sens que dès l'entre-deux, tu vas rentrer dans 2 heures de fight. Alors, chaque panier, chaque action compte, c'est la folie. Et t'as Larry Bird qui est pour ça, les années 80, c'est cool. C'est incroyable. Autant le basket a beaucoup évolué depuis, puisqu'on parle d'un truc qui a plus de 30 ans. Il n'y avait pas autant de règles, quoi. Il n'y avait pas autant de genre, c'est open bar bordel. Même athlétiquement, c'est bien pas sûr. Les mêmes non plus. Bien sûr. Tu vois, c'est pas les mêmes. On peut dire ce qu'on veut. Non, c'est sûr. Moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Bref, après, ça sera un autre débat. On a tous les deux une finale des années 80 en Euro. Ouais. C'est bien. Il faut que les gens regardent ça. On se montre le petit tableau. Allez. Le tableau all-time made by Léonce. La classe.
Et Alex, il nous a mis donc Lakers Pistons 88 et Bibi, ce sera Celtics Lakers 84. Un seul message quand même commun, Alex, regardez-moi ça. Ouais, regardez ça. Ouais. C'est vraiment de l'ordre de la mission pour n'importe quel basketteur. Voilà pour ces finales. On espère que celles de cette année vont être all-time. On verra, hein. On verra ce que ça donnera. On verra, faudra bien tenir. Dans tous les cas, on vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, un très bon lundi et très bonne finale NBA à tous. À la prochaine. Allez, ciao.